Je m'appelle Charlotte Harper. Je suis née dans l'Oregon par une matinée douce et ensoleillée du début du printemps, avec des moineaux gazouillant devant la fenêtre de l'hôpital. 4 minutes après moi, ma sœur non, techniquement ma sœur jumelle Caroline Harper a poussé son premier cri. 4 minutes. Un écart si petit que la plupart des gens riraient et diraient « Vous êtes jumeaux ». C'est fondamentalement la même chose. Mais pour nos parents, ces 4 minutes marquaient la frontière entre être aimé et être négligé. Même dans mes premières années, j'ai senti la différence. Pas avec raison, mais avec des regards que je n'ai pas reçus, des câlins que je n'ai jamais reçus et la façon dont j'ai été écarté comme après coup. Caroline était toujours choisie en premier. Ma mère, Linda, l'appelait toujours mon petit ange, alors que j'étais juste Charlotte, s'il te plaît, reste tranquille pendant que maman est occupée. Caroline a reçu un vélo rose avec un panier de fleurs avant même que je sache rouler. J'ai récupéré le vieux vélo de Lily, des freins usés et une selle déchirée. Quand nous avions 6 ans et que nous avons rejoint le cours de ballet, Caroline avait une robe blanche scintillante sur mesure. Je portais le costume de l'année dernière, délavé et au-dessus des chevilles. Je pensais que peut-être j'imaginais juste des choses, que mes parents nous aimaient tous les deux de la même manière et que j'étais tout simplement trop sensible. Mais quand j'avais 7 ans, Caroline est tombée du toboggan du jardin. Juste une légère égratignure au genou, mais maman s'est enfuie comme si c'était une tragédie. Elle la souleva, sanglota et trembla comme si elle s'effondrait. Une semaine plus tard, elle racontait toujours l'histoire à ses amis, à ses voisins et même au facteur. Je suis tombé aussi, de la plus haute branche de pommier de notre jardin. J'ai heurté le sol, le visage couvert de terre, les genoux écorchés et en sang. Mon père a regardé par la fenêtre et a dit calmement, « Charlotte est une dure à cuire. Laisse-la apprendre à s'en sortir. » Pas de câlin, pas de réconfort, juste un pansement et un « va te laver les mains ». Je ne savais pas ce qu'un enfant devait faire pour être aimé de la même manière. J'ai appris à ne pas pleurer. J'ai appris à ne pas en avoir besoin. Et puis j'ai appris à cacher mes sentiments, car plus j'avais l'air faible, plus j'étais considéré comme un fardeau. Je n'oublierai jamais une veille de Noël. Caroline a reçu une maison de poupée à 3 étages avec des lumières fonctionnelles, des portes qui s'ouvrent et un escalier en colimaçon. Moi? Un cahier et un stylo. Maman a dit que j'étais du genre à écrire. Je lui ai souri et je l'ai remercié. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans le noir à regarder les lumières de Noël vacillantes à travers la fenêtre, serrant fort le cahier, non pas parce que je l'aimais, mais parce que je n'avais rien d'autre à tenir. La seule personne qui m'a jamais regardé différemment était ma grand-mère. Elle s'appelait Marguerite. Elle vivait dans le Montana et ne lui rendait visite que de temps en temps, mais chaque fois qu'elle venait, j'avais l'impression d'être au soleil. Elle me demandait toujours si j'avais faim, si j'avais froid, si j'avais quelque chose dont je voulais parler. Elle m'a appelé Petit Laï, le seul nom qui m'a jamais fait me sentir spécial. Une fois, quand Caroline m'a montré un nouveau bracelet en cristal, je n'ai rien dit. Grand-mère est venue tranquillement et a placé une pince à cheveux en bois dans ma main, mon nom gravé sur le dos. Ce n'est pas cher, murmura-t-elle, mais c'est unique en son genre, tout comme toi. Depuis, je porte toujours cette pince à cheveux chaque fois que je me sens invisible. Cela m'a rappelé que quelqu'un, juste une personne, m'avait vraiment vu un jour. Mon enfance n'était pas une chaleureuse collection de doux souvenirs. C'était plutôt un journal intime avec des pages manquantes. Chacun, une tentative désespérée de se faire remarquer, toujours ignorée. Et même si je croyais que si j'étais assez bon, si j'essayais assez fort, si je faisais tout correctement, ils me verraient différemment, la vérité était que certaines choses ne m'appartenaient jamais. Mais j'ai refusé de laisser cela me définir pour toujours. Pas plus. J'ai découvert mon don pour l'écriture en 4e année lorsque mon essai sur les vacances d'été a été choisi pour être lu devant toute l'école. C'était la première fois que je recevais des applaudissements, non pas de la part de mes parents, mais de la part de camarades de classe et d'enseignants qui ne supportaient pas les comparaisons tranquilles de chez moi. Je restais là, les joues brûlantes, le cœur battant, regardant les sièges où Caroline était assise à côté de maman. Maman applaudit poliment, les yeux toujours rivés sur la nouvelle robe de Caroline alors qu'elle la montrait à son amie. À partir de là, j'ai écrit davantage. J'ai écrit de petites histoires, des choses que je ne pouvais pas dire à voix haute, des tristesses silencieuses et des rêves que je n'avais jamais racontés à personne. Mon travail a été publié dans le bulletin de l'école et salué par les enseignants comme étant d'une maturité dépassant son âge. Caroline? Elle a dessiné une image du soleil et de quelques arbres.
Maman l'a collé sur le frigo et l'a appelé talent brut. Quand j'ai remporté un prix de nouvelles au niveau du district, maman m'a simplement dit, ne laisse pas cela te rendre arrogant. J'ai appris que le silence était un langage et que, chez nous, cela signifiait souvent, on s'en fiche. Caroline n'avait qu'à sourire pour être qualifiée de charmante. J'ai dû gagner des choses pour être remarquée et j'ai quand même été ignorée. Un jour, Caroline et moi sommes entrés à l'expo sciences de l'école. J'ai construit un modèle de base de filtration d'eau à partir de matériaux recyclés. Caroline a réalisé un volcan d'argile colorée. Cela n'a pas fonctionné. Lorsque les juges m'ont attribué la 2e place pour toute l'école, je me suis retourné, cherchant le regard de maman dans la foule. Elle n'était pas là. Elle était avec Caroline, prenant des photos d'elle à côté du volcan qui fuyait. Mon petit artiste, rayonna-t-elle. Je suis rentré seul chez moi, ma récompense enveloppée dans mon manteau alors qu'il commençait à pleuvoir. Mon père, David, regardait les informations. Je lui ai remis le certificat, espérant être fier. Il jeta un coup d'œil et hocha doucement la tête. « Tu es un enfant intelligent, dit-il. Je sais que tout ira bien. » Je n'avais pas besoin d'éloges constants. Je voulais juste qu'il dise « Nous voyons vos efforts. » Mais cela n'est jamais arrivé. Au lycée, j'ai obtenu une note parfaite à l'examen d'art du langage de l'État de l'Oregon, ce que seulement 3% des élèves de l'État ont réussi. L'école a organisé une cérémonie. J'ai prononcé un discours devant le conseil scolaire. Le directeur a même écrit une lettre à son domicile. Caroline a obtenu un B+ en histoire ce trimestre-là. Maman l'a montré à tous ses voisins comme si c'était un prix Nobel. Je rêvais que si je travaillais plus dur, si je me poussais jusqu'au bout, il finirait par le remarquer. Mais j'ai réalisé que pour certaines personnes, le favoritisme n'est pas une question de raison. C'est un choix. Et je n'étais pas l'élu. Pourtant, j'ai continué. Je me suis réveillé tôt, j'ai marché jusqu'à l'école dans la neige, j'ai rejoint le club de journalisme, j'ai écrit pour le site web de l'école et j'ai fait du bénévolat à la bibliothèque publique. Dans de rares moments libres, j'écrivais des histoires dans lesquelles les filles oubliées trouvaient toujours leur voix. Un soir, alors que j'éditais un article pour un concours national, Caroline a frappé à ma porte. « Charlotte, maman dit que tu devrais me laisser prendre la voiture pour l'anniversaire d'Ashley demain. Tu n'as pas de projet, n'est-ce pas ?» Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé et j'ai fermé mon ordinateur portable. Elle savait que cela signifiait oui. Et comme toujours, je me suis retiré. Mais je me suis dit, laisse-la partir. Je me prépare pour un voyage plus long, qu'elle ne peut même pas imaginer. Je savais qu'un jour le monde me verrait, non pas comme la sœur de Caroline, mais simplement comme Charlotte Harper. Et quand ce jour viendrait, je n'aurais plus besoin que quelqu'un le dise à voix haute. J'ai suivi le programme de comptabilité à la Columbia State University, en Californie du Nord. La surprise ? Caroline a choisi la même spécialité. Quand j'ai entendu, je me suis figé pendant quelques secondes. Je ne l'avais jamais vue s'intéresser à la finance ou aux chiffres. Mais maman a simplement dit, c'est un bon domaine de travail. Je veux que vous ayez tous les deux de la stabilité. Je n'ai rien dit. J'étais habitué au silence. Le jour de l'emménagement, Caroline a demandé à nos parents de l'escorter jusqu'à son dortoir. Papa a porté toutes les valises jusqu'au 3e étage. Maman a tout arrangé, des oreillers au diffuseur parfumé à la lavande. Sa chambre était spacieuse, ensoleillée, avec vue sur le jardin du campus. Moi ? Je me suis connecté seul. Ma chambre était 2 fois plus petite, au sous-sol, humide de peinture écaillée. Il m'a fallu près d'une semaine pour nettoyer et accrocher quelques vieilles photos de grand-mère pour qu'il fasse moins froid. Mes parents ont payé tous les frais de scolarité et de subsistance de Caroline. Elle a reçu un tout nouvel ordinateur portable, une carte de crédit familiale et un compte bancaire réapprovisionné chaque mois. Elle a posté des photos de dîners de sushi, de nouveaux sacs à main et de fêtes entre amis. J'étais différent. J'ai obtenu une bourse partielle et j'ai dû payer le reste par moi-même. Je travaillais comme assistante de bibliothèque la nuit et nettoyais les salles de classe tôt le matin. Chaque jour, je me réveillais à 5 heures du matin pour balayer 3 étages avant mon premier cours. Avant, je pensais qu'être concierge serait honteux. Puis j'ai réalisé, qu'y a-t-il de honteux à essayer de survivre ? Je me suis également inscrit pour donner des cours particuliers à des lycéens. Chaque semaine, j'ai donné 3 cours de mathématiques de base et 2 séances de préparation au SAT.
Ensuite, je retournai précipitamment au dortoir pour étudier. Caroline? Elle se prélassait généralement dans la salle commune avec un masque, regardait des films et se plaignait du stress de l'école. Je savais que les gens pensaient probablement que j'étais trop intense. Mais je n'avais pas le choix. Je n'avais aucun filet de sécurité, aucun plan de secours. Je ne pouvais pas me permettre d'échouer. Un jour, alors que je nettoyais le 3e étage d'un immeuble commercial, j'ai entendu Caroline rire dans le couloir. Elle se vantait auprès d'un camarade de classe d'une fête la veille. « Ma sœur jumelle », dit-elle. Elle est probablement enfouie dans ses livres quelque part, peut-être en train de nettoyer une salle de classe. Je n'ai pas répondu. J'ai juste resserré ma prise sur la vadrouille et j'ai continué. Pourtant, je n'ai pas laissé l'amertume prendre le dessus. J'ai passé mon temps libre à lire des cours de comptabilité avancée. Matériel, participation à de petits séminaires et bénévolat lors d'ateliers Excel pour les étudiants de première année. Un jour, lorsque le professeur Allen a posé une question sur les normes d'information financière et que personne n'a répondu, j'ai levé la main. Il a hoché la tête avec approbation, puis est venu vers moi après le cours et m'a dit « Charlotte, tu as ce qu'il faut pour le travail d'audit. J'aimerais te recommander pour un stage d'hiver dans mon cabinet. Qu'en penses-tu » J'étais sans voix. Ce soir-là, j'ai appelé à la maison, ravi de partager la nouvelle avec ma mère. J'espérais qu'un seul mot de félicitation me réchaufferait le cœur, mais tout ce qu'elle a dit a été « c'est gentil ». Caroline vient de s'inscrire à un cours de yoga thérapeutique, censé être très bon pour la santé mentale. Je suis resté silencieux. Je ne leur ai plus reproché. Je me sentais juste plus léger car j'ai enfin compris que leur validation n'était pas nécessaire à ma réussite. Pendant que Caroline se rendait à l'école dans la voiture achetée par mes parents, je conduisais un vieux vélo pour aller travailler dans une épicerie. Lorsqu'elle parlait de l'été à Hawaï avec ses amis, je passais ma pause dans la salle de stockage du professeur Allen, à trier les reçus et à rédiger des rapports de pratique. Je n'avais pas d'enregistrement glamour ni de vidéo de fêtes brillantes. Mais j'avais quelque chose qu'elle n'avait pas, le contrôle de ma propre vie. Et j'ai commencé à croire. Peut-être parce que personne ne m'a ouvert la voie, j'ai dû apprendre à construire le mien. Une route qui peut être difficile, mais c'est la mienne. J'ai commencé mon 5e semestre avec une détermination à laquelle je ne m'attendais pas. J'avais appris à tirer le meilleur parti de chaque minute libre, de chaque petite opportunité. Pendant que Caroline passait son temps à choisir des tenues pour la fête du printemps de l'école, je me suis plongé dans la bibliothèque, étudiant les normes internationales d'information financière. Je savais que personne ne me soutenait, donc je ne pouvais pas me permettre de perdre une seule chance. Un vendredi après-midi, je me suis rendu au bureau du professeur Allen pour soumettre un document d'analyse financière. Juste au moment où j'étais sur le point de partir, il m'a appelé « Charlotte, j'ai une amie dans un cabinet d'audit régional. Il recherche des stagiaires d'été. Tu veux que j'inscrive ton nom ?» Je me suis figé. J'adorerais ça, professeur. Il hocha la tête. Alors envoyez-moi votre CV et votre relevé de notes d'ici lundi. Je suis sorti de son bureau les mains vides, mais mon cœur était plein d'espoir. Pour la première fois, quelqu'un m'a proposé une porte à laquelle je n'avais pas besoin de frapper au préalable. Ce week-end-là, j'ai travaillé sans arrêt sur ma candidature, peaufinant chaque phrase de ma lettre de motivation, ajustant chaque point et virgule comme si c'était la clé de mon avenir. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Forrest et Wallace. Ils m'avaient accepté comme stagiaire d'été dans leur service comptable interne. Le stage n'était pas rémunéré, mais pour moi, la vraie valeur était l'expérience. Je me suis réveillé à 6 heures du matin pour arriver au bureau à 8 heures, puis je me suis précipité vers le dortoir pour mon quart de travail du soir à la bibliothèque. J'ai pris des notes sur chaque processus, enregistré chaque exemple de fichier, posé des questions sur chaque petit détail et finalement, on m'a confié de véritables tâches techniques. J'ai également découvert un cours thématique sur la gestion des risques financiers dispensé par un ancien analyste de l'IRS. Il était destiné aux étudiants de haut niveau en finance, mais j'ai tenté ma chance et j'ai envoyé un email pour demander si je pouvais y assister. À ma grande surprise, il a répondu « Si vous vous engagez à chaque séance et faites le travail sérieusement, je vous donnerai une chance. » Je n'ai jamais manqué un cours. À partir de là, j'ai été invité à un séminaire de préparation avancée au CPA, où j'ai entendu parler pour la première fois de la prestigieuse bourse Weston G. Brandt, décernée aux meilleurs étudiants seniors en comptabilité. Les exigences étaient strictes, une moyenne cumulative presque parfaite, un essai personnel et des lettres de recommandation d'au moins 2 professeurs.
Pourtant, j'ai tranquillement commencé à me préparer. Je ne l'ai pas dit à mes parents, je ne l'ai pas dit à Caroline, je me disais seulement chaque soir, assis seul dans ma chambre, fais juste un pas de plus. Alors que j'avais encore du mal à terminer mon essai, le professeur Allen m'a appelé dans son bureau. Il m'a tendu une épaisse enveloppe et a hoché la tête. Je t'ai écrit une lettre de recommandation. Pas besoin de me remercier. Continue simplement comme tu l'as fait, stable et fort. J'ai failli fondre en larmes. C'était la première fois que je me sentais vraiment vu. Pas parce que Caroline était ma sœur, pas à cause de mes scores élevés, mais à cause de qui j'étais. J'ai soumis la candidature à temps. Près de 2 mois plus tard, alors que je balayais la bibliothèque, mon téléphone a sonné. Un nouvel email est apparu avec pour objet « Félicitations, vous avez été sélectionné pour la bourse Weston GRT ». Je restais figé dans le couloir, les larmes coulant sur mon visage. Je l'avais fait. Cette nuit-là, je ne l'ai dit à personne. J'ai acheté un petit gâteau, je me suis assis près de la fenêtre de mon dortoir et j'ai regardé les lumières de la ville. Je me suis murmuré, « Charlotte, tu n'as plus besoin de personne pour montrer la voie. Tu as trouvé la tienne. » Je savais que ce n'était pas la ligne d'arrivée, mais c'était une étape importante. Pas pour que les autres me valident, mais pour que je le croie. Toutes ces années tranquilles n'ont pas été perdues. Lorsque le dossier officiel de récompense est arrivé, j'ai ouvert l'épaisse enveloppe de la Fondation des bourses. À l'intérieur se trouvait une lettre de félicitations officielle, une liste d'avantages, une invitation à la cérémonie de reconnaissance nationale à Chicago et une dernière note qui m'a fait battre le cœur, vous pouvez amener 2 invités pour partager ce moment spécial. Je suis resté assis longtemps. Dehors, il pleuvait, chaque goutte frappant la fenêtre comme un écho du passé. Je pensais que si jamais ce jour arrivait, si j'étais honoré sur la scène nationale, je n'aurais pas besoin de mes parents là-bas. Je me tiendrais debout, seul, et je sourirais, sachant que je me sentais enfin digne de moi-même. Mais ce soir-là, dans mon ancien dortoir avec sa faible lumière jaune, j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé. Maman a répondu à la 3e sonnerie. Charlotte, je me prépare. Des amis viennent dîner. Que se passe-t-il? J'ai resserré ma prise sur le téléphone. Maman, j'ai été sélectionné comme l'un des 6 étudiants du pays à recevoir la bourse Weston Brandt. La cérémonie aura lieu à Chicago le mois prochain. Ils ont dit que je pouvais amener 2 membres de ma famille. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis maman a dit doucement, « Oh, félicitations. Cela semble important, hein ?» Puis elle a appelé, David. Charlotte a parlé d'une bourse. La voix de papa résonnait à distance, mélangée à celle de la télévision. Oui, elle a toujours été une enfant intelligente. Nous savions qu'elle irait bien. Je ne savais pas ce que j'espérais ou peut-être juste une fois, entendre ma mère dire « Je suis fier de toi ». Mais elle ne l'a pas fait. J'ai mis fin à l'appel poliment. Si vous pouvez venir, j'aimerais beaucoup que vous veniez. Mais ce n'est pas grave si vous êtes occupé. Je vérifierai le programme, a-t-elle répondu. Son ton n'était pas différent de celui d'un week-end au marché de producteurs. J'ai raccroché. L'écran s'assombrit, reflétant mon visage flou. Quelque chose en moi s'est craqué. Non pas parce qu'ils s'en fichaient, mais parce que j'avais encore de l'espoir. Je pensais que j'avais dépassé le besoin de leur validation, mais au fond, la petite fille qui tenait la barrette en bois de grand-mère attendait toujours que quelqu'un soit fier. J'ai pris l'avion pour Chicago seul, vêtu de la robe noire à col carré que j'avais économisée pendant des mois pour l'acheter. Dans le grand hall de l'hôtel, où s'est déroulée la cérémonie, tous les autres boursiers étaient accompagnés de leur famille. Des parents rayonnants, des proches qui s'embrassent, qui prennent des photos de chaque instant. Je me suis tenu seul au bureau d'inscription, j'ai écrit mon nom et j'ai placé un tiret dans la section des invités. La cérémonie commença. Chaque nom a été appelé et chaque élève est monté sur scène, présenté avec ses réalisations impressionnantes. Quand ce fut mon tour, la voix de l'annonceur était claire, Charlotte Harper, Columbia State University. Un véritable témoignage de sa détermination personnelle. Grâce à une bourse partielle, elle a occupé plusieurs emplois, obtenu des stages, suivi des cours avancés. Charlotte est un symbole de résilience et de dynamisme. J'ai marché sous des applaudissements nourris de toutes les directions. Les lumières de la scène m'ont aveuglé, mais je voyais toujours la 3e rangée à gauche, les sièges que mes parents auraient pu occuper. Je n'ai pas pleuré. J'étais venu trop loin pour être secoué par une chaise vide.
Je me suis levé, j'ai souri et j'ai accepté le prix du directeur de la fondation. Ensuite, pendant que tout le monde se rassemblait pour prendre des photos, je suis sorti tranquillement et j'ai appelé la seule personne avec qui je voulais vraiment partager cela, ma grand-mère. Elle a répondu à la première sonnerie. Voilà, ma Charlotte, sa voix chaude comme le soleil de mai. J'ai suivi chaque mise à jour concernant la bourse. Vous l'avez fait. Je ne pouvais plus le retenir. Dans le vent froid de Chicago, j'ai pleuré comme la petite fille de 6 ans qui serrait autrefois dans ses bras un cahier de Noël. J'aurais aimé que tu sois ici avec moi. Je suis toujours avec toi, dans ton cœur. Et écoute, ne gaspille pas tes larmes sur ceux qui ne voyaient pas ta valeur. Tu es monté sur scène de tes propres pieds. C'est ce qui compte le plus. J'ai hoché la tête, comme si elle se tenait juste à côté de moi. De retour dans ma chambre, j'ouvris la petite enveloppe dans mon sac à main. Il s'agissait d'une lettre manuscrite du directeur de la fondation. Charlotte, nous ne t'avons pas choisi uniquement pour tes notes mais pour une histoire de vie qui t'inspire vraiment. Continue de marcher comme tu l'as toujours fait. La grande porte est maintenant ouverte. N'hésite pas à la franchir. J'ai souri. Je n'avais pas eu besoin de mes parents pour montrer la voie. Et maintenant, je n'en avais plus besoin comme décor pour briller. La cérémonie des Weston J. Brandt Awards s'est tenue au Grand Marlowe Convention Center, un bâtiment en verre de 12 étages situé au cœur du centre-ville de Chicago. Lorsque je suis entré dans le grand hall, tout semblait incroyablement formel. Un tapis rouge s'étendait depuis l'entrée, des compositions florales blanches bordées d'argent bordaient chaque podium. Les lumières des lustres se réfractaient en milliers d'étincelles sur les robes des étudiants et sur moi, dans une simple robe noire tenant une pochette usée. J'avais l'impression d'entrer dans un autre monde. Je suis arrivé plus tôt que prévu et j'ai trouvé un siège près de l'arrière du. La salle était calme, avec des rires éclatants, des câlins chaleureux et des murmures de félicitations résonnant des familles accompagnant leurs enfants. Certains guidaient leur mère jusqu'au photomaton, d'autres redressaient les cravates de leur père. J'ai serré mes lèvres et j'ai détourné le regard. Lorsque le programme a commencé, les lumières se sont atténuées. L'animateur s'est dirigé vers le centre de la scène, présentant chaque étudiant honoré de l'année. Un à un, ils se sont mobilisés. Certains avaient développé des applications comptables pour les petites entreprises, d'autres avaient remporté des prix internationaux en analyse des risques financiers. J'ai applaudi pour chacun d'eux, non pas par politesse, mais parce que j'ai vraiment compris ce qu'il fallait pour arriver ici, ce qu'il en coûtait pour arriver aussi loin. Puis ce fut mon tour. L'hôte sourit, sa voix chaleureuse et digne. Charlotte Harper, une étudiante exceptionnelle de l'Université d'État de Columbia. Elle a prouvé qu'il n'est pas nécessaire de donner la force. Elle a gagné ses propres bourses, payé ses propres frais de scolarité, recherché activement des stages et n'a jamais cessé d'améliorer ses compétences. Charlotte est une preuve vivante de résilience, d'indépendance et de confiance inébranlable en son propre avenir. Les applaudissements ont rempli la salle lorsque je suis monté sur scène. Mon cœur battait à tout rompre, mais mes mains restaient stables. Je n'ai pas regardé le public. Je me suis approché, j'ai accepté le certificat, j'ai serré la main du directeur de la fondation et j'ai gardé mon sourire stable. Alors que je me tournais pour poser pour la photo, mes yeux scrutèrent instinctivement le côté gauche du public. Je me suis figé. Caroline. Elle était assise là, vêtue d'une robe rouge foncé, tenant un petit sac à main, les yeux écarquillés d'incrédulité. À côté d'elle, mes parents. Mon père me regardait comme s'il ne comprenait pas pourquoi j'étais sur scène. Et ma mère, elle était assise droite, sans expression, les lèvres serrées comme si elle retenait quelque chose. Je ne savais pas comment ils étaient arrivés là. Je n'avais rien confirmé par téléphone. Peut-être que Caroline avait décidé de les amener. Lorsque l'appareil photo a flashé pour prendre la photo, je me suis détourné. Pas de signe de tête, pas de sourire. Je n'avais pas besoin d'une photo pour me souvenir d'un moment inconfortable. Après la remise des prix, les recruteurs et les dirigeants de grands cabinets d'audit ont commencé à faire leur tournée, à se serrer la main, à distribuer des cartes et à discuter avec les étudiants. Une femme en costume bleu sarcelle s'est dirigée vers moi et m'a tendu la main. Je m'appelle Lucinda Parks, directrice du recrutement chez Evrin & Company. Nous avons été très impressionnés par votre profil. Si vous êtes intéressé, j'aimerais vous inviter à notre siège de Manhattan pour parler d'un poste à temps plein après l'obtention de votre diplôme. J'ai légèrement hoché la tête, acceptant sa carte à 2 mains. Merci beaucoup. C'est l'endroit que j'ai toujours rêvé d'atteindre.
À ce moment-là, j'entendis des pas précipités derrière moi. Ma mère. Elle s'approchait, ses yeux arborant une hésitation que je n'avais jamais vue auparavant. « Charlotte, je ne m'attendais pas à ce que la cérémonie soit aussi grande », a-t-elle déclaré. « Je ne savais pas que tu en avais fait autant. » Je me tenais droit, ma voix calme. « Parce que tu ne l'as jamais demandé. » Elle s'est figée. Caroline se tenait derrière elle, son regard se déplaçant entre nous deux. Mon père intervint, semblant légèrement troublé. « Tu es vraiment quelque chose. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Si nous l'avions su, nous aurions pu aider. » J'ai fait un doux sourire, pas moqueur, juste le sourire de quelqu'un qui a enfin compris. J'ai passé toute mon enfance à essayer d'être vu par toi. Mais maintenant je n'en ai plus besoin. Je me suis retourné et me suis dirigé vers la zone des recruteurs, où de nouvelles portes attendaient de s'ouvrir. Pour la première fois, je n'avais aucun espoir d'être reconnu. Pour la première fois, ils ont vu qui j'étais vraiment. Mais il était trop tard pour que cela ait une importance. Ce soir-là, une fois la cérémonie terminée, je suis rentré seul à l'hôtel. L'air nocturne de Chicago était glacial, mais ma tête me brûlait de chaleur. Je pensais que je me sentirais blessé, vide, plein de regrets. Mais bizarrement, je n'ai rien ressenti. Juste un profond calme, comme si après toutes ces années d'attente, j'avais enfin arrêté d'espérer et aussi arrêté d'en vouloir. Le lendemain matin, alors que je préparais mes valises pour retourner à l'école, mon téléphone a sonné. C'était Caroline. J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai décroché. « Où es-tu » demanda-t-elle, sa voix plus douce que d'habitude. « À l'hôtel, je me prépare à me diriger vers l'aéroport, » répondis-je. « Puis-je venir te voir juste quelques minutes ?» J'ai soupiré. Une partie de moi voulait dire non, tout mettre de côté et repartir proprement. Mais une autre partie, celle qui avait été la petite fille debout dans l'ombre de Caroline toute sa vie, murmura « Écoute-la ». 30 minutes plus tard, Caroline a frappé à ma porte. Elle ne portait pas de maquillage, juste un sweat à capuche et un jean, ce qui était complètement différent de son look soigné habituel. Elle resta un long moment devant la porte avant d'intervenir enfin. « Je ne sais pas par où commencer, » dit-elle. « Hier soir, en te regardant traverser cette scène, j'ai réalisé que je ne t'avais jamais vraiment compris. » Je m'assis sur le bord du lit, silencieux. Elle était assise en face de moi, les yeux rouges. J'ai toujours pensé que j'étais celui qui était sous pression, mais maintenant maman et papa commencent à dire que je dois être plus indépendant. Ils vous citent en exemple. Je sais que c'est une bonne chose, mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est moi qui suis comparé maintenant. J'ai haussé un sourcil. Étrange. Ce sentiment est familier. J'ai vécu avec pendant près de 20 ans. Caroline baissa la tête. As-tu déjà souhaité que je disparaisse? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pensé au jour où je nettoyais tranquillement les salles de classe, aux nuits où je mangeais des nouilles instantanées pendant qu'elle faisait la fête, aux fois où maman montrait ses résultats aux voisins alors que les miens étaient rangés dans un tiroir. Finalement, j'ai dit doucement, non, je voulais juste être vue. Elle prit une profonde inspiration. Je suis jalouse de toi, Charlotte. Jalouse parce que tu es si capable, que tu es forte sans avoir besoin de personne. Je pensais que tu étais froide, coincée. Mais maintenant je le vois. Tu n'as pas froid. Tu es juste fatiguée de devoir être forte pendant si longtemps. Je me suis détourné. Si elle avait dit cela plus tôt, j'aurais peut-être pleuré. Mais maintenant, j'avais l'impression d'entendre une chanson que je connaissais trop bien, trop familière pour m'émouvoir davantage. Caroline, dis-je d'une voix douce mais ferme. Avant, je voulais des excuses. Je voulais que maman et papa soient à mes côtés une seule fois. Mais hier soir, debout sur cette scène, j'ai réalisé que j'étais suffisamment loin pour ne plus avoir besoin de ça. Elle n'a rien dit. Au bout d'un moment, elle demanda doucement, « Et maintenant, quoi? Sommes-nous toujours sœurs ?» Je l'ai regardée droit dans les yeux. Je ne sais pas. Il faut peut-être du temps pour comprendre qu'être sœur n'est pas une question de partage du sang. C'est une question de gentillesse, de respect et d'être solidaires les unes avec les autres, même lorsque personne d'autre ne le fait. Caroline hocha la tête, quelque chose comme du remords vacillant dans ses yeux. Lorsqu'elle a quitté la pièce, je me suis senti plus légère, comme si j'avais enfin posé une valise que je portais depuis des années. Je n'avais pas besoin d'éloges tardifs.
Je n'avais pas besoin de câlins sans enthousiasme. Ce dont j'avais besoin, je m'étais déjà donné, la liberté de vivre selon ma propre valeur. J'ai déménagé à New York par une journée grise, la bruine voilant les gratte-ciel comme de fins rideaux d'un passé inachevé. La ville ne m'a pas accueilli avec le sourire, mais je n'en avais pas besoin. Je n'étais pas venu pour être réconforté. Je suis venu pour commencer. J'ai commencé à travailler chez Evra & Co., un cabinet d'audit de premier plan dont le siège social est situé au 37e étage d'une tour de verre à Midtown. Au début, j'avais l'impression d'être piégé dans un labyrinthe sans fin, délais, courriels, piles de paperasse, réunions consécutives et regards mesurés de collègues chevronnés. Mais je n'avais pas peur. J'avais l'habitude de me battre seul. Chaque matin, je me réveillais à 5h30, préparais une tasse de café noir et entrais dans le métro bondé avec des écouteurs et des dossiers à la main. Dans un monde où tout le monde semblait courir après quelque chose, le pouvoir, l'argent, la gloire, je ne recherchais qu'une seule chose, la liberté d'être fidèle à moi-même. Mon petit appartement dans le Upper West Side était tout ce que je pouvais me permettre. Une chambre, un espace de vie faisant également office de cuisine et une fenêtre donnant sur le mur de briques du bâtiment voisin. Pas de balcon, pas de vue sur l'horizon, mais il y avait quelque chose que j'ai toujours emporté avec moi, la paix intérieure. Maman appelait de temps en temps, généralement le week-end. Les conversations n'ont jamais duré plus de 3 minutes. Est-ce que tu manges bien? Ouais, je vais bien. Le travail t'épuise. C'est beaucoup, mais j'y suis habitué. Caroline envisage de passer une autre certification. Je lui ai dit de suivre l'exemple de sa sœur. J'ai répondu par un court d'accord. Aucun blâme, aucune attente. Nous étions des connaissances plus polies qu'une famille qui vivait autrefois sous le même toit. Caroline m'a également envoyé des messages à plusieurs reprises, m'envoyant des photos d'elle assistant à des séminaires et me disant qu'elle cherchait un emploi à temps plein dans un cabinet de conseil financier. Ces messages n'avaient plus ce ton de frimeur. Il se sentait prudent, comme si elle essayait de trouver un équilibre dans un monde qui commençait à lui demander de grandir. Je ne les détestais pas. Je n'appartenais tout simplement plus à leur monde. À New York, j'avais mon propre rythme. Après le travail, j'ai suivi un cours avancé d'analyse de données financières. Le week-end, je m'arrêtais dans une librairie d'occasion de la 84e rue, prenais un roman et m'asseyais pendant des heures près d'un petit coin de fenêtre. Une fois, en lisant La Cloche, j'ai reçu un email du directeur du projet. Il voulait que je dirige l'équipe d'audit pour un nouveau client. Je suis resté assis un moment après l'avoir lu. Il y a 3 ans, je nettoyais le sol d'une classe. Maintenant, j'étais sur le point de diriger une équipe d'audit pour une entreprise multimillionnaire. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison, j'ai ouvert ma fenêtre et j'ai regardé le ciel nocturne, recouvert de lumière artificielle. New York ne dort jamais et n'attend jamais, mais j'avais rattrapé mon retard. Et je savais que je vivais la vie dont cette petite fille rêvait autrefois, même si personne ne la croyait capable. Une semaine plus tard, ma mère a rappelé. Charlotte, tu rentres à la maison pour Thanksgiving. J'ai regardé mon calendrier. Thanksgiving a atterri juste pendant la semaine où je présenterai les résultats de l'audit au conseil d'administration du client. Non, je suis occupé. J'ai un grand projet à préparer. Oh, je vois, sa voix s'adoucit et elle raccrocha plus vite que d'habitude. Je n'ai rien ressenti. Coupable, je me sentais soulagé parce que, pour une fois, j'avais choisi mon travail, mes rêves et moi-même plutôt que de remplir un rôle que quelqu'un d'autre m'avait écrit. Pour moi, la famille était devenue un souvenir épars, non pas parce que j'avais abandonné, mais parce que j'avais arrêté de courir après. Je ne sais pas où l'avenir me mènera, mais je sais ceci, quoi qu'il arrive, je n'attendrai plus l'approbation de qui que ce soit pour savoir que je suis assez. À la fin de ma première année chez Evra & Co., j'ai été promu associé. Ce n'est pas un pas de géant à bien des égards, mais pour moi, c'était une étape importante. Je n'étais plus la fille qui essayait de s'en sortir, mais quelqu'un qui construisait activement son propre avenir. J'ai commencé à économiser, non pas pour des sacs de luxe ou des vacances, mais pour acheter quelque chose de plus précieux, des choix. Je voulais avoir la liberté de changer de direction un jour, de poursuivre un MBA, de passer à l'analyse financière ou de démarrer une entreprise sans avoir besoin de la permission de qui que ce soit. J'ai aussi commencé à m'ouvrir à ma manière. J'ai rejoint un groupe de mentorat pour étudiants en comptabilité de dernière année, exactement ce que j'avais autrefois souhaité avoir. Une fois par mois, je m'asseyais avec de jeunes étudiants et parlais de mon parcours inégal, les nuits tardives,
les échecs silencieux dont personne ne savait et les moments que je voulais arrêter mais que j'ai quand même traversés. L'un d'eux m'a demandé un jour, « Avez-vous déjà été triste que votre famille ne vous soutienne pas ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé par la fenêtre où le coucher de soleil doré scintillait sur la rivière Hudson. Oui, dis-je, mais j'ai réalisé que si vous attendez que les autres remplissent votre verre, vous aurez soif pour toujours. J'ai choisi de remplir le mien. Avant, je vivais dans l'espoir d'être vu. Maintenant, je vis pour ne jamais regarder en arrière avec regret. Caroline envoie encore des SMS de temps en temps, sont-on étant plus arrogant, plus compétitif. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé un emploi dans une petite entreprise de notre ville natale et qu'elle envisageait de s'inscrire à un cours de gestion de projet. Un jour, elle a écrit, « Je ne suis toujours pas là où tu es, mais maintenant je comprends pourquoi tu es si fort. » J'essaie aussi d'apprendre ça. Je n'ai pas répondu à ce message, mais à l'intérieur, quelque chose s'est adouci. Non pas parce qu'elle l'a finalement reconnu, mais parce que je n'avais plus besoin de gagner. Parfois, au moment où vous arrêtez la compétition, vous avez vraiment gagné. Je reçois encore quelques appels de maman chaque mois. Les appels ne ressemblent plus à des obligations. Certains jours, elle parle de petites choses, les roses qui fleurissent dans le jardin, une nouvelle recette de tarte qu'elle a apprise auprès de son groupe de seniors. Elle ne me pose plus de questions sur le travail, non pas parce qu'elle s'en fiche, mais parce que je n'en ai plus besoin. Parfois, je me demande si les choses avaient été différentes à l'époque. Si mes parents avaient partagé l'amour de manière plus égale, si Caroline n'avait pas été aussi protégée, si je n'avais pas été étiquetée comme celle qui sait se débrouiller seule. Serais-je toujours aussi fort? Je ne sais pas. Et peut-être que je n'ai plus besoin de savoir. Un samedi après-midi, je suis passé par Bryant Park et j'ai vu deux sœurs jouer à chat. Le plus âgé ralentit pour que le plus jeune puisse rattraper son retard. Et quand ils tombèrent tous les deux sur l'herbe, ils éclatèrent de rire sans se soucier du monde. Mon cœur se serra. Pas par envie, mais parce que j'avais enfin abandonné l'envie de vivre comme ça. Il m'a fallu des années pour comprendre. Toutes les personnes nées dans votre famille ne seront pas votre système de soutien. Mais grâce à cela, j'ai appris à choisir les gens qui sont mes collègues, mes étudiants, ceux qui me font confiance inconditionnellement. J'ai construit mon propre type de famille, non pas à partir du sang, mais à partir du respect et de liens authentiques. Dans ce monde, je n'étais pas un figurant. Je n'avais pas besoin d'être exceptionnel juste pour être entendu. J'étais simplement moi, et c'était suffisant. Chaque matin, lorsque je descends du métro, la lumière du soleil frappant le bord de mon manteau, je n'ai besoin de personne pour me rappeler que je suis sur la bonne voie. Chaque pas régulier sur le trottoir de la ville me le murmure. Mon troisième automne à New York s'est déroulé dans un flou de soleil et d'activité. Je venais de réaliser l'audit le plus complexe de ma carrière pour une société immobilière mondiale. Les résultats ont dépassé les attentes et mon superviseur direct m'a recommandé pour un poste d'associé principal. Pas de fête, pas de feu d'artifice, juste une fin de soirée en posant mon ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine, en allumant la bouilloire et en me souriant. Je n'ai pas eu besoin d'applaudissements car je savais sans aucun doute que j'avais réussi. De temps en temps, je reçois des cartes de Caroline. Anniversaire, Noël ou simplement pensez à vous. Elle vit maintenant à Seattle et travaille dans une start-up fintech. Ces messages sont désormais plus sincères et j'ai appris à répondre. Ni trop proche, ni trop éloigné. Ma relation avec mes parents reste distante. Maman appelle toujours chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant chez Caroline, mais cela arrive beaucoup moins. Nos conversations se limitent désormais à des questions générales telles que « Comment va le travail ?» ou « Est-ce qu'il neige déjà à New York ?» Et je réponds juste assez. Aucune colère, aucune envie de réparer ce qui est perdu depuis longtemps. Une fois, maman a envoyé un texto, « Chérie, parfois je pense que si nous avions parlé davantage à l'époque, peut-être que les choses se seraient passées différemment. » Je l'ai lu mais je n'ai pas répondu car je n'ai plus besoin de simulation. Je les ai vécus, parcourus et j'ai continué. Ce printemps-là, j'ai accepté une invitation à être la conférencière principale d'une grande conférence sur les femmes dans la finance. Debout devant des centaines de personnes, j'ai partagé mon voyage ni édulcoré, ni édité. J'ai parlé de la fille qui nettoyait autrefois les couloirs de l'université à l'aube, qui lavait des tasses à la bibliothèque pour acheter des manuels et qui étudiait seule le soir parce que personne ne lui rappelait qu'elle méritait une chance. À la fin de mon discours, j'ai dit, nous n'avons besoin de personne d'autre pour valider notre valeur. Nous pouvons le faire nous-mêmes, à travers chaque petite action,
chaque fois que nous nous relevons et chaque fois que nous nous choisissons nous-mêmes au lieu de plaire aux autres. Alors que je descendais de scène, une femme plus âgée s'est approchée de moi et m'a tenu la main. Merci d'avoir dit ce que beaucoup d'entre nous n'ont jamais osé admettre, que parfois l'absence de soutien familial ne nous affaiblit pas. Elle nous rend plus forts que nous ne l'aurions jamais imaginé. J'ai hoché la tête, réconfortant d'une manière qu'aucun mot ne pouvait expliquer pleinement. Cette nuit-là, j'ai traversé le pont de Brooklyn, les lumières se reflétant sur l'eau comme des brins de fil d'or. La ville était toujours animée, toujours en mouvement. Mais en moi, il régnait un calme rare. Il m'a fallu des années pour comprendre ceci, le sang ne garantit pas le soutien. La famille n'est pas seulement le lieu où nous naissons. C'est là que quelqu'un veut vraiment nous voir grandir. Et parfois, cet endroit n'est pas la maison dans laquelle nous avons grandi, mais les relations que nous choisissons d'entretenir. Ceux qui marchent à nos côtés, ceux qui croient en nous, et même en nous-mêmes. Je ne blâme pas ma famille. Pas plus. Ils vivaient comme ils le savaient, aimaient comme ils le pouvaient. Mais j'ai aussi appris que j'ai le droit de rejeter un amour creux, sans cœur. Je choisis de m'aimer. La jeune fille qui s'asseyait autrefois près de la fenêtre du dortoir avec un petit gâteau pour célébrer sa bourse. La femme est désormais forte, seule, sans avoir besoin de personne pour montrer la voie. Je ne vis pas pour la reconnaissance. Je vis pour ne jamais avoir à baisser la tête. Et en cela, Charlotte Harper n'est plus la fille capable de se débrouiller seule. C'est elle qui a réécrit le sens de la valeur, de la famille et de l'amour à travers l'expérience vécue, et non des définitions empruntées. Avec le recul, je ne regrette pas les années derrière moi car elles ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. Pas parfait, mais réel. Et cela, pour moi, suffit pour être heureux. L'histoire de Charlotte prouve que tous ceux qui naissent dans la même famille ne deviennent pas la force de chacun. Parfois, l'absence d'amour devient une motivation pour rester debout et construire une vie selon vos propres conditions. Charlotte a choisi de s'aimer, d'abandonner ses vieilles attentes et de trouver sa vraie valeur, non pas dans la validation des autres, mais dans sa propre croissance. Dans un monde plein de pression, choisir de vivre pour soi est la chose la plus audacieuse et la plus belle de toutes. Que pensez-vous du choix de Charlotte? Était-elle trop ferme, ou était-ce le seul moyen de vraiment se retrouver? Partagez vos réflexions ci-dessous. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour découvrir des histoires plus puissantes sur la vie, la famille et la recherche de votre propre chemin.